sur la manière dont la communication peut être active, empathique et stratégique. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter le panéliste de ce soir, notre frère Villeman Pierreville. Frère Villeman Pierreville, le micro virtuel est à vous maintenant. Merci beaucoup, frère Turenne. J'en profite pour saluer tout le monde et merci de m'avoir introduit. Nous voulons tout d'abord remercier notre Dieu pour cette grâce qu'il nous fait de nous réunir, en tout cas virtuellement ce soir, et surtout d'avoir l'opportunité de présenter un sujet super important qui, à la fin, en tout cas j'espère, nous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances, comme vous l'avez mentionné, sur la communication et surtout notre capacité à écouter les autres, quelque chose parfois qui peut nous faire défaut. Et si certains d'entre vous maîtrisent déjà ce sujet, pourquoi pas renforcer votre capacité ou encore partager avec nous, avec le panel virtuel, vos connaissances et vos savoirs expérientiels sur ce sujet d'importance. Nous voulons remercier particulièrement les responsables de cette plateforme pour l'invitation et surtout pour le travail sérieux que vous faites dans l'éducation globale de nos frères et sœurs, de nos compatriotes justement sur des sujets d'actualité. Et je suis donc très content ce soir d'être avec vous, chers amis, et j'espère qu'à la fin de mon exposé, j'aurai l'honneur, l'opportunité d'échanger avec vous, que ce soit à travers vos questions, vos suggestions, et j'ai hâte d'avoir votre point de vue justement sur le sujet. Euh, Laissez-moi d'entrée de jeu clarifier pour vous, ne serait-ce que par probité intellectuelle, que je n'ai pas toute l'expertise requise pour traiter de ce sujet, mais par rapport à mon background en travail social et mes expériences professionnelles, surtout en lien avec les différentes méthodes d'intervention, je pratique la communication interpersonnelle, surtout dans un contexte clinique, avec une approche, je dirais, fortement basée sur la relation d'aide, c'est-à-dire la création d'un lien thérapeutique entre un aidant, l'intervenant, et son aidé, c'est-à-dire le client ou le patient, si on peut le dire ainsi. Cependant, après plusieurs recherches, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de similitudes entre la communication interpersonnelle en contexte clinique et la communication interpersonnelle dans un cadre général de la vie, incluant, bien entendu, la spiritualité et la fraternité. Car, après tout, chers amis, quand on communique, on le fait pour quoi? On communique pour aider, pour se faire aider. On communique pour éduquer ou pour s'éduquer aussi, pour apprendre aux autres quelque chose, mais pour apprendre d'eux également. Et c'est très important ce que je vous dis là parce que quand nous sommes je dirais, dans cette posture du communicant, de la personne qui diffuse, qui émet l'information, très souvent, nous nous mettons en tête que nous n'avons pas grand-chose ou à la limite, absolument rien à apprendre des autres puisque c'est nous qui leur transmettons le savoir. Je peux vous dire que c'est archi faux parce que en apprenant aux autres, on s'apprend soi-même et on apprend des autres également. Et je pense que c'est quelque chose d'absolument important. Juste avant de vous partager mon écran, si c'est possible, justement, courbons nos têtes pour une prière. Bon, étendard Père des cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie conservé en nous jusqu'à présent. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes de nous former davantage. Nous te demandons de prendre le contrôle de tout ce qui va être dit. Est-ce que c'est possible de partager mon écran? Oui, OK. Je vais essayer rapidement. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui, parfait. on voit. Voilà. Donc, comme on vous l'a annoncé, le thème, la thématique centrale sur laquelle nous allons débattre aujourd'hui, ça va être la théorie de la communication et la capacité d'écoute. Euh, Généralement, moi, quand je fais mes présentations, je suis une certaine méthodologie à travers un petit plan. Le plan que vous avez là, ça va être dans un premier temps, on va présenter les objectifs de la présentation. Dans un deuxième temps, on va parler du processus des grands types de communication. L'écoute active, quelque chose de très important. Encore la rétroaction, c'est quelque chose de très important aussi. Et après, on va passer à une période
d'échange, de discussion et de débat par rapport à vos questions, à vos interventions. Très rapidement, l'objectif général de la présentation, ça va permettre à chacun de vous justement de parvenir à l'acquisition d'une compréhension fondamentale du processus de communication, mais on va l'inscrire dans le cadre des relations interpersonnelles efficaces en participant, entre autres, à des discussions, à des échanges, des réflexions que nous allons avoir. Tout ça va, en bout de ligne, faciliter le développement des compétences interpersonnelles dans le domaine de la communication, bien entendu. Maintenant, de l'objectif général, tirer justement les objectifs qui vont nous permettre de nous approcher davantage ou d'atteindre l'objectif général, ça va être les objectifs spécifique. Comme vous le voyez à la fin de la séance, nous nous attendons à ce que vous soyez outillés pour être capable de communiquer efficacement avec des personnes de tous âges, ce qu'on appelle la communication intergénérationnelle, surtout pour nous qui venons de notre culture haïtienne où il y a toujours une sorte de cassure, une sorte de barrière entre la communication que nous avons avec les nouvelles générations et la communication que nous, on a aussi par rapport au fait qu'on ne voit pas les choses de la même façon que nos enfants, que nos jeunes. Ensuite, être capable d'adapter notre façon de communiquer à la réalité et d'être à l'écoute de la personne ou du groupe. Et en dernier lieu, faire preuve d'empathie, d'ouverture et de non-jugement lors de notre communication interpersonnelle afin que nous puissions atteindre les objectifs visés. Très rapidement, nous allons pour le processus de communication. La première question que nous devons nous poser dans le cadre de processus de communication, c'est pourquoi communiquer? Quelle est l'importance justement de la communication? Eh bien, vous pouvez avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous communiquez. Je vous en ai mis quelques-unes là sur ce slide, mais il y en a plein d'autres. On communique pour informer les gens, mais on communique aussi pour s'informer, c'est-à-dire pour aller chercher l'information si on ne l'a pas. On communique pour convaincre, on communique pour motiver, on communique pour dynamiser, on communique pour expliquer, on communique aussi pour manager, pour gérer, administrer, on communique pour animer, on communique pour influencer les autres. Et ce serait mieux quand on communique pour influencer les autres, de les influencer positivement. On communique pour connaître, mais pour se connaître aussi. Parce qu'en communiquant avec les gens, ils peuvent nous dire des choses qui nous permettent de faire ce qu'on appelle le mort sur ce qu'il vient de me dire. Je ne le voyais pas comme ça. Donc, quand on communique, ça nous permet de connaître les autres, mais ça nous permet aussi de nous connaître dans une certaine mesure. On communique aussi pour comprendre, pour se comprendre, et on communique en bout de ligne pour négocier également. Maintenant, en termes de définition de la notion de la communication, il y en a plusieurs, bien entendu, mais je vous en ai mis quelques-unes que j'ai trouvées assez pertinentes. Maintenant, de façon étymologique, le mot communication provient du latin communicatio, qui signifie mise en commun, échange de propos. Donc, quand on communique, on fait un échange de propos. Action de faire part. Et c'est une définition que nous trouvons dans la référence que je vous ai mis là. La communication, c'est aussi l'action de communiquer, de transmettre l'information. C'est aussi d'informer. Et cette fonction qu'on appelle la communication, eh bien, ça va nous permettre de désigner une étude générale du langage sous trois aspects. C'est-à-dire, quand on communique, on va voir trois aspects. Ces trois aspects-là, dans la communication, il y a ce qu'on appelle l'expression. Donc, chercher à communiquer une intention, une émotion, un état de conscience. Donc, on appelle ce premier aspect-là l'expression. Donc, on s'exprime pour pouvoir communiquer notre intention, notre émotion ou notre état de conscience. La représentation, c'est le fait de donner des informations sur les événements, retransmettre un savoir. Donc, quand on donne des informations sur un événement, ça peut être culturel, ça peut être économique, ça peut être environnemental ou écologique, eh bien, on fait de la représentation. Et le troisième aspect,
dans le domaine de la communication, c'est l'action sur autrui. Et ça, c'est une finalité assez importante. Quand on communique, on cherche à convaincre, on cherche à séduire, on cherche à influencer, j'espère positivement les autres, et on cherche également à transmettre des ordres, pas dans le sens dictatorial du terme, bien entendu, parfois on le fait, mais c'est dans le sens justement de faire respecter des principes, des règles et des normes qui s'appliquent dans le cadre professionnel, familial, etc. La communication déborde aussi l'expression verbale et utilise des signaux, de nombreux signaux mimiques ou gestuels. C'est-à-dire que quand nous communiquons, nous allons le voir un petit peu plus bas, il n'y a pas que les mots que nous utilisons qui ont un impact sur l'auditoire ou sur l'interlocuteur. Il y a aussi tout un ensemble de signaux qui vont contribuer à une meilleure compréhension de la communication que nous sommes en train d'avoir. La communication regroupe aussi l'ensemble des actions réalisées dans le but de partager une information, d'interagir et de transmettre. Dans un échange, comme vous l'avez dit en introduction, il y a un émetteur, on va le voir plus bas, celui qui transmet, qui émet, qui partage l'information. Et en bout de ligne, il y a aussi un ou plusieurs récepteurs. C'est la personne qui reçoit, c'est là où les personnes qui reçoivent l'information, qui l'écoutent et et qui vont l'utiliser justement pour leur développement. La communication est une habileté que nous développons en vue de transmettre des renseignements. Écoutez bien, frères et sœurs, les mots, le ton de la voix, les signes et signaux, le langage corporel portent tous des messages et des significations. C'est-à-dire que quand nous parlons, c'est pas seulement les mots qu'on utilise, mais c'est aussi toute notre posture non verbale, ce qu'on appelle dans le langage technique le paraverbal ou encore le non-verbal, eh bien, tout ça participe à une meilleure compréhension de la notion de la communication. Maintenant, il est important de dire que dans la communication interpersonnelle, il est absolument indispensable d'avoir une adéquation entre les mots, nos gestes et l'ensemble de notre posture corporelle. C'est ce que, par exemple, Albert Mehrabian, comme vous le voyez, professeur de psychologie à l'Université de Californie, appelle la règle des 3 V. Les 3 V, le premier V, c'est pour verbal, le deuxième, c'est pour vocal et ou non-verbal, et le troisième, c'est pour visuel. La règle des 3 V. Et il est parvenu à cette conclusion dans 2 études qu'il a menées, qu'il a réalisées auprès de euh, quelques groupes de femmes dans les années 1967. Et ces études-là ont été publiées en 1911 dans les... Tenez-vous bien, que 93% de notre communication avec les autres est non verbale. C'est énorme, frères et sœurs. Quand nous nous mettons en tête que quand nous parlons, c'est les mots que nous utilisons qui vont convaincre. Et dans ces 2 études réalisées-là, l'auteur nous a démontré que 93% de notre communication est non-verbale. D'où la nécessité pour chacun de nous de soigner notre non-verbal et d'avoir une posture qui est en adéquation avec les mots que nous utilisons et surtout leur sens. Regardez le slide que j'ai projeté là. Il y a 7% de notre communication qui est verbale. C'est-à-dire, moi qui vous parle là, les mots que vous entendez, c'est 7% qui contribuent à vous convaincre ou à vous permettre de comprendre et d'emmagasiner justement tout ce que je dis. Tandis qu'il y a 38% qui est vocal ou non verbal. C'est-à-dire le ton que j'utilise, l'intonation. Est-ce que je parle trop rapidement? Est-ce que je parle trop fort? Ça peut vous nuire. Donc, tout ça participe à la compréhension du message quand nous sommes dans cette posture du communicant. Et enfin, 55%, c'est non-verbal, c'est-à-dire visuel, l'expression du visage et du corps. Parfois, vous, vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un, ce que vous lui dites dans dans les mots, ça ne, ça ne ressort pas justement dans toute votre posture corporelle. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir une certaine adéquation entre les mots, entre le ton de la voix, l'intonation, le débit de la voix et
le visuel, c'est-à-dire tout ce qui est non verbal. Il y a un autre thème très important aussi dans le domaine de la communication, c'est ce qu'on appelle le FOPID. C'est un sigle que vous voyez là, on va l'expliquer. Le FOPID est l'une des méthodes ou techniques d'intervention en matière de communication interpersonnelle, bien entendu, qui va nous permettre d'avoir une meilleure posture dans nos interactions avec les autres. Et ce thème-là a été mis en évidence par le professeur, c'est un professeur émérite de l'Université Loyola de Chicago, qui s'appelle Gérard Egan. Il a écrit un livre en 2005 qui s'appelle Communication dans la relation d'aide, deuxième édition. Et dans ce livre-là, il explique les différentes postures que nous devons avoir dans le cadre des relations d'aide, dans le cadre de nos communications interpersonnelles. Pour le F, quand vous communiquez avec quelqu'un ou avec un groupe, il faut faire face au client. C'est-à-dire, vous ne lui tournez pas le dos, vous lui donnez votre attention. C'est pour ça que j'ai mis en parenthèse, vous devez assurer une présence rassurante, mais pas envahissante. Ici, au Québec, chez nous, on dit il faut respecter la bulle de la personne. Donc, quand vous êtes en face de la personne, vous lui parlez, vous devez faire montre d'une présence rassurante, mais une présence qui n'est pas envahissante en même temps. Il faut aussi adopter une attitude ouverte, c'est-à-dire ouverte d'esprit. Pourquoi? Surtout pour nous qui sommes chrétiens, très souvent, quand nous parlons avec d'autres personnes qui peut-être ne partagent pas la même foi que nous, ou bien qui ne partagent pas de foi, simplement, et bien quand ils nous disent des choses qui vont à l'encontre de notre idéologie, qui vont à l'encontre de ce que nous croyons, eh bien, nous pouvons nous refermer. Non, il faut avoir une attitude ouverte, une attitude de non-jugement pour écouter la personne dans ce qu'elle est en train de dire, même si vous n'êtes pas d'accord avec la personne, mais vous devez quand même faire preuve d'ouverture pour écouter, comprendre la personne, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir une capacité d'écoute assez importante dans le cadre de cette communication interpersonnelle. Le P, il faut vous pencher vers l'autre, c'est-à-dire pour donner toute votre attention à la personne, pour lui dire que vous êtes là, surtout dans des cas où la personne est en train de se confier à vous, dans des cas où la personne vit des situations absolument difficiles et elle a besoin de se confier. Parfois, la personne a besoin de se confier, pas parce qu'elle sait que vous allez lui apporter des éléments de réponse ou des solutions, tout simplement parce qu'elle a envie de ventiler, elle a envie de s'exprimer. Et bien, vous devez être là pour cette personne-là par rapport à ça. Maintenir aussi un contact des yeux. Et ça, c'est un point assez important parce que nous venons d'une culture où, dès notre bas âge, là, à l'enfance, on nous a toujours appris de ne pas regarder les autres dans les yeux, droit dans les yeux, parce que c'est un manque de respect. Tandis que dans la culture occidentale, surtout la culture nord-américaine, que ce soit le Canada et les États-Unis, eh bien, le fait de ne pas regarder droit dans les yeux quelqu'un qui vous parle, c'est un manque de respect. Donc, nous devons faire un désapprentissage pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Donc, quand la personne vous parle, eh bien, vous devez le regarder. C'est un signe de respect. C'est un signe aussi que vous êtes à l'écoute de la personne. Il ne faut pas lui tourner le dos. Soyez relativement détendu et naturel. Donc, c'est ce qu'on appelle la notion de FOPID que vous devez mettre en place, mettre en évidence dans le cadre de la communication interpersonnelle. Maintenant, tout à l'heure, frère Turenne, dans l'introduction, nous a parlé des jargons, brièvement des jargons de la communication interpersonnelle, c'est-à-dire émetteur, code, etc. Donc, il faut dire qu'il y a plusieurs théoriciens de la communication interpersonnelle qui ont mis au point pas mal d'outils pour schématiser ou encore pour expliquer les différents jargons de la communication interpersonnelle. Mais parmi tous ces outils-là, le schéma de Roman Jacobson, c'est un penseur qui provient de la culture russe, la culture tchèque, la culture américaine aussi. C'est un véritable mélange. Il était l'un des linguistes les plus cotés de son époque. Et jusqu'à présent aussi, parce qu'il a vécu entre 1896 et 1982, son approche me paraît plus à propos. Il a écrit un livre qui s'intitule Les fondations du langage en 1963. Eh bien, il présente dans ce livre-là le schéma que vous voyez là. Regardez bien.
Dans un premier temps, il y a le message lui-même, qui est le sujet en question qui requiert un code et un contact qu'on va voir plus bas. Le sujet, ça peut être la gastronomie, ça peut être la culture, ça peut être la religion, ça peut être n'importe quoi. Donc, quand vous allez communiquer avec quelqu'un, il faut avoir un sujet. Dans un deuxième temps, il y a le destinateur. C'est celui qui communique le message, c'est l'émetteur, quelqu'un qui parle. Par exemple, moi, dans la posture que je suis là, je suis le destinateur puisque je communique le message, je suis l'émetteur. Et la troisième chose qu'il faut avoir aussi, c'est le destinataire. Là où les personnes qui reçoivent l'information, donc ces personnes-là sont en mode récepteur. Vous qui m'écoutez, vous êtes mes destinataires, vous êtes mes récepteurs puisque je vous parle et vous m'écoutez. Quatrième chose, c'est le contexte. Le contexte renvoie à une situation qui va nécessiter la communication. Par exemple, imaginez que vous avez un ami qui vous fait confiance, qui vit une situation difficile. Il vous appelle justement pour se confier à vous. Eh bien, vous avez le contexte. Vous avez la Bible avec beaucoup d'empathie justement pour écouter votre ami afin de pouvoir cheminer avec lui, afin de pouvoir l'aider. Il y a aussi le code. Le code, c'est le moyen qui est utilisé pour transmettre le message. Le code, ça peut être la langue. Par exemple, moi, le code que j'utilise pour vous parler là, c'est le français. Parce que je suis en train de vous parler français. Cela ne veut pas dire pour autant que je vais continuer à garder ce code-là tout au long de la conversation. Du moins, lorsque vous aurez des questions à poser, si vous vous sentez à l'aise de me les poser en créole, moi, j'ai absolument aucun problème avec ça. Mais le code que j'utilise justement pour faire passer mon message, c'est le français. Mais il y a d'autres codes aussi, le code Morse, la langue des signes. Donc, ce sont des codes qu'on utilise dans le cadre de la communication. Après, on a le contact. Le contact, c'est le canal physique et une connexion psychologique entre moi qui est le destinateur, c'est-à-dire l'émetteur, la personne qui diffuse, qui émet l'information, et le destinataire qui est vous qui m'écoutez. Donc, regardez un petit peu plus bas le schéma. Je vous donne quelques secondes rapidement pour le regarder, même si après, vous pouvez toujours poser des questions là-dessus. Mais c'est ce qu'on appelle les jargons de la communication interpersonnelle. Mais rappelez-vous, il y a d'autres théoriciens du langage qui ont écrit d'autres ouvrages qui présentent d'autres formes de jargon. Mais moi, ce jargon-là, écrit par Roman Jacobson, je le vois mieux adapté, mieux à propos, et c'est pour ça que je voulais présenter. Maintenant, les trois grands types de communication. C'est vrai que le type de communication qui nous intéresse, communication interpersonnelle, mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça que j'ai jugé nécessaire de vous présenter les autres types de communication, ne serait-ce que pour vous permettre d'avoir une idée globale Visual de cette forme context. de And communication-là, pour Kimmel ne pas vous cover shot mettre en on tête. screen while Kimmel cracks jokes is the new age editorial. Allô? OK? Donc, pour ne pas vous mettre en tête qu'il n'y a que la communication interpersonnelle, il y a d'autres formes de communication. Bien entendu, on va essayer de les voir très rapidement. On a d'abord la communication interpersonnelle. Le fait que vous rencontrez quelqu'un ou un groupe, vous échangez avec la personne des informations, des idées, mais les informations-là peuvent être sur vos croyances, ça peut être aussi sur vos sentiments, sur une situation en particulier. Donc, le fait d'avoir cet échange-là d'informations avec la personne, vous êtes en communication interpersonnelle. Moi qui vous parle présentement, je suis en communication interpersonnelle avec vous parce que nous avons un sujet, nous avons un contexte, nous avons un code, nous avons tout pour établir entre moi et vous une communication. Le sujet qu'on a, c'est sur la communication interpersonnelle et la capacité d'écoute. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la communication de groupe. En termes de petit historique, très rapidement, il faut dire que la communication de groupe, c'est une forme de communication qui s'est développée entre 1946 et 1975, pendant cette grande période qu'a connue la France et peut-être la plupart des économies occidentales. Pendant cette période, il y a eu une croissance exceptionnelle. Et il y avait un, un auteur français du nom de Jean Fourastier. Lui, il a écrit un livre qui s'appelle Les 30 Glorieuses. D'ailleurs, cette période comprise entre 1946 et 1975, c'est une période historique qui s'appelle également Les 30 Glorieuses, titre de l'ouvrage écrit par le professeur français
Jean Fourastier pour présenter la publicité. C'est à partir de cette publicité que la notion de communication de groupe va voir le jour. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur la communication de groupe? C'est une forme de communication qui cible, qui va cibler ses récepteurs pour des messages particuliers en fonction de leur sensibilité sans atteindre la communication de masse. Vous allez comprendre rapidement l'exemple que je vais prendre avec vous. Vous êtes sur Internet, là, vous faites une recherche. Pendant que vous faites la recherche, il y a aussi des logiciels qui vous suivent. Mon ami Wadner est sur la ligne, il est mathématicien, il connaît mieux ces choses-là que moi. Et pendant que vous cliquez sur tel sujet, rapidement, il y a des logiciels qui vont dire que ah, ce client-là, cette personne s'intéresse à ce sujet-là. Ça peut être un sujet sur la beauté, ça peut être sur une marque de chaussures. Eh bien, le lendemain, vous allez voir beaucoup de liens sur des chaussures, sur des magazines de chaussures ou de beauté. On va vous envoyer ces liens-là parce qu'on voit que vous avez un intérêt. Et c'est pour ça qu'on nous dit que la communication de groupe, c'est une forme de communication qui cible les récepteurs en fonction de leurs intérêts. Si je suis sur Internet tout le temps, je cherche, j'ouvre des pages sur, je ne sais pas là, euh, sur des vêtements, eh bien, on va m'envoyer des liens sur des vêtements. Donc, on me cible. C'est pour ça qu'on parle de communication de groupe. Maintenant, il y a aussi la notion de communication de masse. Alors, il faut dire que la communication de masse, c'est une forme de communication qui apparaît au début de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est-à-dire aux environs des années 1950, au début de la deuxième moitié. Euh, et l'un des pionniers de cette forme de communication-là fut le sociologue et politologue américain du nom de Harold D. Laswell. Selon sa théorie, toute action de communication repose fondamentalement sur cinq facteurs principaux, ce que certains spécialistes appellent le fameux 5Q, c'est-à-dire qui dit quoi, à qui, par quel canal et quel effet. Bien entendu, il faut quand même relativiser. Il y a d'autres spécialistes qui ont présenté d'autres modèles de communication. Par exemple, si j'avais parlé de Jacobson, il y a aussi Palo Alto, il y a aussi Jean-Luc Lagardère, mais cette forme de communication de masse présentée par Harold de Laswell paraît plus à propos et c'est pour ça aussi que je voulais présenter. Maintenant, on nous dit que la communication de masse, c'est l'ensemble des techniques contemporaines qui permettent à un acteur social de s'adresser à un public extrêmement nombreux. Les principaux moyens de communication de masse, eh bien, ça peut être les masses médias, ça peut être la presse, ça peut être aussi des affiches, le cinéma, la radiodiffusion et la télévision, et surtout avec les fameux GAFAM que nous avons là maintenant, c'est-à-dire les Google, les Apple, les Facebook qui devient Meta maintenant, les Amazon, les Microsoft, eh bien, ces GAFAM-là, c'est eux qui sont, je dirais, le moteur même de ce qu'on appelle la communication de masse. Maintenant, je me suis permis d'ajouter un quatrième type de communication. Ça, c'est pas dans mes recherches. Pourquoi je l'ai mis? C'est parce que c'est ce qu'on appelle la communication intrapersonnelle. C'est pas inter. Inter, c'est les gens entre eux. Intra, c'est à l'intérieur. Parfois, nous avons une voix à l'intérieur de nous qui nous parle. Ce qu'on appelle notre conscience. Soit pour de bonnes, soit pour de mauvaises actions commises, eh bien, cette voix intérieure qui nous parle, c'est notre conscience. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là, on est en communication avec soi. On appelle cette forme de communication-là la communication intrapersonnelle. Et c'est pour ça que j'ai mis ici une sorte d'introspection à travers laquelle notre voix intérieure nous parle, nous pousse à nous remettre en question pour nous améliorer constamment, pour être authentique et être responsable de communiquer avec les autres en toute transparence. C'est aussi la communication avec soi-même, contrairement à la communication interpersonnelle qui se fait entre deux ou plusieurs personnes. Maintenant, on va présenter les 5 niveaux de communication. Il faut dire que ce modèle est calqué sur la fameuse pyramide des besoins issue de l'œuvre du psychologue américain Abraham Maslow dans les années 50. L'auteur de ce modèle-là est un écrivain très connu et prolifique du nom de John Powell.
Il était un psychothérapeute, un prêtre jésuite aussi de son état. Il a écrit en 1969 un ouvrage qui s'appelle Why I am afraid to tell you who I am. Pourquoi est-ce que j'ai peur de me confier à vous, de vous dire qui je suis? Cet ouvrage-là était un best-seller parce qu'il a été vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires, donc beaucoup d'exemplaires ont été vendus. Il a présenté les 5 niveaux de communication. On va commencer par le plus bas. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle un niveau cliché, superficialité. Deux personnes ou un groupe de personnes se rencontrent, ils ne se confient pas, ils ne parlent pas de leurs choses privées, etc. Ils parlent par exemple de n'importe quoi. Ils peuvent parler d'un match de football qu'ils ont regardé, ils peuvent parler par exemple d'un livre qu'ils ont lu. Donc, il n'y a aucune information confidentielle et émotionnelle justement qui sont partagées. Ça, c'est le premier palier. Le deuxième palier, c'est à partir du moment où la communication commence à être plus ou moins enrichie, eh bien, il va y avoir des faits et des informations qui vont être partagées et communiquées. On va monter un petit peu plus haut, dans le troisième palier, le troisième niveau. À ce moment-là, la personne commence à donner ses propres idées, ses propres émotions, ses propres opinions. Maintenant, une fois qu'on arrive au quatrième niveau, eh bien, les sentiments peuvent entrer en ligne de compte. Les émotions, c'est-à-dire la personne sent qu'elle est plus proche de se confier à vous. Elle ne le fait pas encore, mais elle sent qu'elle est plus proche de se confier à vous au quatrième niveau. Et quand on arrive au dernier niveau, c'est l'intimité, c'est-à-dire la personne gagne votre confiance. Elle n'a plus peur de se confier à vous, de t'expliquer des choses justement qui passent dans son environnement privé, dans son environnement plus ou moins intime. Quand on parle d'intimité ici, pas forcément sexualité, bien entendu. Donc ça, ce sont les 5 niveaux de communication. Maintenant, on va voir un autre palier très rapidement, c'est la notion de la conversation qui est considérée comme la base de la communication. Le mot conversation, étymologiquement parlant, vient du latin conversatio, qui signifie fréquentation. Et il y a dans la fréquentation l'idée de la rencontre, c'est-à-dire l'espace et le temps que l'on se donne qui vont permettre de créer ou de recréer le contact. Conversation, c'est le partage des sentiments et d'histoires qui vont faciliter un meilleur cheminement des interlocuteurs. Donc, quand je converse avec quelqu'un d'autre, eh bien, je partage mes sentiments, je partage certaines histoires me concernant, lui aussi fait la même chose. Ça facilite qu'on puisse mieux cheminer entre nous. La conversation permet aussi de tisser de très bons liens, de renforcer la confiance, le respect et la compréhension mutuelle. Et j'ai lu cette pensée-là en fait, dans un documentaire qui a été publié par Jean-Luc Godard, c'est un cinéaste franco-italien. Et dans ce documentaire-là, il a été dit, tu me parles avec des mots, moi, je te regarde avec des sentiments. Maintenant, les 12 obstacles de la communication interpersonnelle. Euh, le docteur Thomas Gordon, c'est un Américain justement qui a écrit un ouvrage en 2002 qui s'appelle Les relations efficaces, comment construire et maintenir de bonnes relations. Et dans cet ouvrage-là, il présente ces 12 obstacles à la communication, à la conversation, comme je vous ai dit. Premier obstacle, c'est quand vous parlez avec la personne, vous lui donnez des ordres. Vous tentez de la diriger, de la commander. Quand vous donnez aussi des avertissements, des mises en garde, des menaces, quand vous tentez de faire la morale, eh bien, ça peut être des obstacles à l'établissement d'une bonne communication. Quand vous conseillez la personne, quand vous lui donnez des solutions, par exemple, tu dis à la personne, si j'étais à ta place, j'agirais autrement, je ferais ceci ou je ferais cela, sauf que tu n'es pas à la place de la personne. Par contre, si la personne est en train de se confier à toi et qu'elle te demande, par exemple, si tu étais à ma place, tu ferais quoi? Là, elle te donne cette ouverture-là. Tu peux te permettre justement de lui donner des conseils. Mais si la personne ne t'a pas demandé, ne t'a pas donné cette ouverture-là, eh bien, elle a juste besoin qu'on l'écoute. Donc, mettez-vous à l'écoute et c'est pour ça que la capacité d'écoute, c'est quelque chose de très important justement dans le cadre de la communication interpersonnelle.
choses, argumenter, persuader par la logique, interpréter, analyser, sécuriser, complimenter, sans connaître par exemple les tenants et aboutissants de l'histoire de la personne, eh bien toutes ces choses-là peuvent être considérées comme une forme d'obstacle à l'établissement d'une bonne communication interpersonnelle. Maintenant, l'écoute active. On entend par écoute active le fait de s'efforcer sincèrement. Vous voyez que j'ai souligné le mot sincèrement. Quand on s'efforce sincèrement d'entendre la personne et de la comprendre dans ce qu'elle explique, dans ce qu'elle exprime pour pouvoir mieux cheminer avec la personne, là, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle de l'écoute active, de la bonne écoute. Il faut écouter ceux qui parlent si on veut être écouté. C'est une pensée de La Rochefoucauld, auteur français. L'écoute active est l'un des éléments de base de la communication interpersonnelle et elle comprend tout ce que vous voyez à droite de l'écran là. C'est-à-dire, quand on fait de l'écoute active, on reste concentré, on montre de l'empathie. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de la personne pour pouvoir mieux comprendre, mieux ressentir ce qu'elle vit. Manifester de l'intérêt à travers le faux PID qu'on a vu tantôt. Écouter les émotions de la personne, observer le langage corporel, très important. Il faut aussi faire silence pour pouvoir écouter la personne, d'autant plus qu'il y a un auteur qui dit, dans le silence, on n'entend plus que l'essentiel. Il faut aussi être capable de faire la synthèse, il faut aussi être capable de reformuler, c'est-à-dire la personne qui te parle. Si elle te dit quelque chose que tu ne comprends pas, reformule la question pour pouvoir mieux valider avec la personne ce qu'elle veut dire, parce que la personne peut penser qu'elle se fait comprendre, mais vous qui l'entendez, vous qui l'écoutez, vous pouvez ne pas la comprendre. Donc, il faut toujours valider. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour établir une bonne écoute active dans le cadre de la communication interpersonnelle? Pour manifester une écoute empathique et une présence chaleureuse, il y a plusieurs aspects dans la communication interpersonnelle qui doivent être considérés, qui doivent être pris en compte. Premier aspect, pour montrer à la personne que vous l'écoutez activement, ne pas vous détourner de votre interlocuteur. L'un des principes du FOPID qu'on a vu tout à l'heure, puisque cela pourrait être considéré comme un manque d'intérêt de votre part. Deuxième chose, observez votre propre posture corporelle en tenant compte de l'environnement et du contexte. La personne vous parle, vous lui tournez le dos. Elle va avoir l'impression qu'elle n'est pas écoutée. Donc, l'écoute, en ce sens, n'est pas active. Il faut continuer à maintenir un bon contact visuel. Et nous devons faire cet effort-là puisque culturellement, nous avons été formés pour ne pas regarder les autres droit dans les yeux quand ils nous parlent. Donc, il y a un effort supplémentaire pour notre communauté, bien entendu, à faire dans ce sens-là. Soyez naturel et vous mettrez ainsi la personne à l'aise pour s'exprimer librement. Ça, ce sont des choses à faire si on veut pratiquer ce qu'on appelle une écoute active. Maintenant, voilà ce qu'on doit éviter dans le cadre d'une écoute active. Il faut éviter de tomber dans le piège qu'on appelle l'écoute inadéquate. Selon Gérard Egon, qui a écrit son ouvrage en 2005, l'écoute inadéquate comprend tout ce que vous voyez en bas là, l'absence d'écoute. Et qu'est-ce qu'il entend par l'absence d'écoute? C'est le fait qu'on fasse semblant d'écouter en hochant la tête, tandis que vous n'écoutez pas vraiment. Donc, il faut éviter justement de tomber dans ce piège-là, et c'est pour ça que l'auteur a parlé de l'absence d'écoute. Même si vous hochez la tête, la personne peut avoir le sentiment d'être écoutée, mais au fond, elle n'est pas écoutée. Deuxième chose à éviter, l'écoute partielle, c'est-à-dire rester à la surface. Ça ne favorise pas la compréhension. C'est-à-dire la personne est en train de vous expliquer une douleur très vive, ou du moins une belle victoire qu'elle a remportée, et puis vous êtes dans la partialité, c'est-à-dire vous n'allez pas au fond pour comprendre justement les émotions, bonnes ou mauvaises, que la personne est en train de vous partager. Donc, il ne faut pas avoir une écoute partielle. L'écoute mécanique. L'écoute mécanique, c'est une écoute qui va enlever le côté humain.
le côté émotionnel et va faire de vous un véritable enregistreur. Surtout pour si on est en contexte d'intervention en tant que travailleur social ou intervenant social tout court, surtout si on fait de l'écoute, de la communication interpersonnelle dans le cadre de son travail, pendant que la personne vous parle, vous écrivez. C'est normal d'écrire parce que vous devez retenir tout ce que la personne a dit. Mais il faut quand même vous assurer d'avoir une écoute pour éviter que la conversation ne soit pas mécanique. Ensuite, la réponse anticipée. Nous sommes très, très, très bons dans la réponse anticipée. Ce que cela veut dire, c'est que pendant que la personne est en train de vous parler, elle est en train de vous expliquer quelque chose qu'elle vit, bon ou mauvais. Vous avez déjà votre réponse en tête. Même si la personne passe 10, 15, 20 minutes à vous parler, vous attendez à ce qu'elle termine pour lui donner la réponse. C'est ce qu'on appelle une réponse anticipée. Et quand vous faites ça, vous ne pratiquez pas de l'écoute active. D'autres choses à éviter, c'est ce qu'on appelle l'écoute biaisée, ce qu'on appelle les biais qu'il peut y avoir dans le cadre de la conversation, dans le cadre de la communication interpersonnelle. Par exemple, premier biais, ça peut être un biais de nature culturelle, sociologique, familiale. Exemple simple, vous rencontrez quelqu'un qui ne partage pas la même culture que vous. Et il est en train de vous expliquer quelque chose qui va à l'encontre de vos habitudes culturelles. Si vous ne faites pas preuve d'ouverture d'esprit, vous allez bloquer cette conversation-là. Vous n'allez pas continuer à écouter la personne, vous n'allez pas être dans cette conversation puisque la personne est en train de vous expliquer quelque chose qui culturellement est aux antipodes, est à l'opposé de ce que vous croyez. Par exemple, au niveau de votre famille, imaginez que dans votre famille, la culture, c'est que tout le monde doit se marier. Un exemple que je prends. Et que vous rencontrez quelqu'un qui vous parle, il vous dit, ah, moi, le mariage, c'est pas pour moi. Tandis que vous avez grandi dans la culture selon laquelle tout le monde dans votre famille doit passer par le mariage. Et vous êtes en train de discuter avec quelqu'un qui vous dit le mariage, ce n'est pas pour lui. Si vous n'êtes pas ouvert d'esprit, vous n'allez pas continuer à écouter la personne. Donc, il faut éviter justement de tomber dans ces pièges-là. L'écoute évaluative, c'est-à-dire, vous êtes en train d'écouter la personne, au lieu de chercher à comprendre ce qu'elle traverse, vous êtes en train de l'évaluer. Donc, évaluation ici est synonyme de jugement. Donc, il faut éviter ces choses-là. L'écoute théorique. L'écoute théorique qui fait voir la personne comme un cas avec une étiquette. Surtout pour nous en Amérique du Nord, pour nous identifier là dans les systèmes qui existent, là au niveau de l'État, c'est un numéro. C'est pas même votre nom. Notre nom, c'est un numéro. Donc, c'est-à-dire, on est un cas, on est une étiquette. Par exemple, vous parlez avec quelqu'un, une personne autiste, une personne qui vit avec le trouble du spectre de l'autisme. Et puis, pendant que vous parlez avec la personne, vous dites, mais vous êtes autiste. Mais l'autisme, c'est une maladie. Ce n'est pas l'étiquette de la personne, ce n'est pas ce qui identifie la personne. La personne vit avec cette maladie-là, mais la personne en soi n'est pas la maladie. Et c'est pour ça que le jeu de mots, c'est très important justement de bien choisir les mots, de bien choisir comment et dans quel contexte les utiliser pour faire en sorte que la communication interpersonnelle soit une communication qui va véritablement donner naissance à quelque chose de positif et de beau. Maintenant, les 4 styles de communication, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai souhaité vous en parler. Je dois vous dire que votre style de communication va jouer un rôle déterminant, par exemple, dans votre capacité d'écoute, dans votre capacité à résoudre un problème ou à créer des conflits. Il y a des gens qui n'ont pas une bonne capacité justement de communication. Au lieu d'éviter des conflits, au lieu de les résoudre, ils créent des conflits. Et voilà pourquoi je pense qu'il est absolument important que chaque personne soit en mesure d'identifier son style de communication, de comprendre les différentes caractéristiques distinctives justement de ses capacités, de son style de communication, afin de pouvoir influencer positivement les autres. Le premier style de communication, c'est ce qu'on appelle le style passif. Et quelles sont les caractéristiques des personnes qui ont un style de communication passif? Premièrement, ces personnes-là ont tendance à faire passer les besoins des autres avant les leurs. Si vous communiquez avec quelqu'un et que vous voyez que la personne défend plus vos besoins à vous que ses propres besoins, eh bien, c'est quelqu'un qui a un style de communication passif. Autre caractéristique,
lorsque la personne développe une certaine propension à laisser les autres imposer leur point de vue et décider à leur place. D'autres caractéristiques, ces personnes-là ont du mal à exprimer leurs sentiments et leurs besoins. Elles se défilent plus facilement en cas de conflit. En psychologie, on appelle ça évitement. Quelqu'un qui fait de l'évitement, c'est quelqu'un qui a peur justement de confronter la situation, la réalité telle qu'elle est. À partir de ce moment-là, il pratique de l'évitement. Ça, ce sont les caractéristiques des personnes qui ont un style de communication passif. Je pourrais vous envoyer la projection après parce que, comme on dit souvent, les paroles s'en vont et les écrits restent. Ça pourrait vous faciliter la tâche. Deuxième style, c'est les gens qui ont un style de communication agressif. Et quelles sont les caractéristiques de ces personnes-là? D'abord, ces personnes-là sont le contraire du premier style qu'on vient de voir. Voyez, passif-agressif. Les personnes qui ont un style de communication agressif, eh bien, ils ont tendance à faire passer leurs besoins d'abord avant les autres. Même s'ils peuvent être à l'écoute des autres, leurs désirs et leur façon de penser priment toujours. Elles ont aussi tendance à se montrer colériques, hostiles ou blessants lorsqu'elles communiquent avec les autres. Les communicateurs agressifs utilisent souvent les stratégies suivantes pour faire passer leur message. C'est-à-dire, ils utilisent des stratégies comme c'est parce que je voulais dire, ou du moins, vous avez déformé mes propos ou mes paroles. Et autre caractéristique, ces personnes-là parlent fort, elles donnent des ordres, elles blâment, elles critiquent les autres et parfois elles emploient l'intimidation, la menace ou l'attaque. Troisième style de communication, c'est passif-agressif. C'est un mélange entre passif et agressif. Ces personnes-là, elles sont conscientes de leurs besoins, mais ont du mal à les exprimer. Elles recourent souvent à des stratégies indirectes pour exprimer leurs sentiments. Elles ont tendance parfois à se montrer coopératives en apparence, puis agissent exactement à l'opposé de ce qui leur est demandé. Maintenant, on vient de voir les trois premiers styles de communication, passif, agressif et puis passif-agressif. Le quatrième, c'est ce que je vous recommande. Si vous avez des efforts à faire justement pour pouvoir l'avoir, il est absolument très important de pouvoir le pratiquer, le cultiver. C'est cette forme de communication, ce style de communication qu'on appelle assertif. Alors, je dois vous dire que le mot assertif, c'est un terme qui est apparu au cours de la première moitié du XXe siècle et il a été mis en évidence, il a été conçu justement par le psychologue américain du nom de Andrew Stalter. Et c'est lui qui l'a introduit, qui l'a défini comme étant la capacité de quelqu'un à s'exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres, c'est-à-dire sur les droits des autres. Donc, les gens qui ont un style de communication assertif, l'assertivité, ils adoptent ce style de communication en plaçant leurs besoins et ceux des autres sur le même pied d'égalité. Elles ont aussi des relations interpersonnelles saines. Leur estime de soi est bien dosée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces personnes-là ne se sentent pas supérieures aux autres, tout comme elles ne se sentent pas inférieures aux autres. C'est-à-dire elles ont une estime de soi vraiment bien dosée. Ces personnes-là communiquent de façon claire et s'assurent que chacun est entendu et que les besoins des deux soient respectés. C'est-à-dire, dans le cadre de la communication interpersonnelle, si je discute avec quelqu'un, si je parle avec quelqu'un en milieu de travail ou dans n'importe quel autre contexte, je dois m'assurer que mes intérêts sont pris en compte, mais aussi les siens, ses intérêts à lui, soient aussi pris en compte. Elles sont souples et conciliantes tout en étant aptes à exprimer et à défendre justement leurs droits. Donc, il y a d'autres choses à voir. Je pense que je vais m'arrêter là. Justement, je vous remercie de m'avoir entendu. J'espère que vous avez des questions, vous avez des suggestions et s'il y a des ajouts aussi que vous voulez faire par rapport à votre propre connaissance de ce sujet, ça va nous faire plaisir justement de vous répondre. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Bien. Excellent, excellent. Merci énormément, frère Pierreville, pour toutes ces informations.
et dont vous nous avez partagé ce soir. J'imagine que il y aura pas mal de questions. Alors, s'il vous plaît, chers amis, chers invités, sentez-vous à l'aise pour poser vos questions dans la langue nous voulez. Frère Villeman parle anglais, il parle français, il parle créole, il même dit qu'il parle espagnol. Donc, Non, c'est français à créole. Bon, regard. n'hésitez pas. Alors, frère Pierreville, si vous me permettez, je vais briser la glace en Vas-y. commençant par d'abord vous remercier d'avoir partagé, d'avoir pris le temps de venir sur cette plateforme et venir partager avec la communauté vos connaissances. C'est le but premier de ces webinaires du samedi soir avec les sœurs Tabitha. Comme on dit, il y a le pouvoir et the power of one. On fait ça avec notre Mhm. petite communauté. Si ces gens-là reproduisent dans leur milieu ce qu'ils apprennent de nous, donc ça pourra faire des vagues. Alors, pour commencer, moi, j'aimerais vous poser deux questions. OK? Et la première question que j'ai pour vous, OK? D'après vous, Oui. parce que techniquement, une fois qu'on devient adulte, notre personnalité est déjà façonnée. Et c'est façonné par you name it, nos expériences, la Mhm. façon dont on a été éduqué par nos parents, ce qu'on a appris, etc. et notre personnalité. Donc maintenant, selon vous, quelle pourrait ou bien quelle est l'importance de l'intelligence culturelle? Quel rôle que l'intelligence culturelle peut jouer dans notre façon d'écouter les autres? Et si toutefois notre intelligence culturelle n'est pas au niveau approprié, Mhm. comment est-ce qu'on peut conseiller quelqu'un qui n'a pas cette intelligence culturelle-là? Comment est-ce qu'on peut aider cette personne-là à pouvoir faire preuve à l'avenir d'une écoute active, Mhm. bienveillante et adéquate? Et l'autre question que j'aurais pour vous Mhm. est quelles sont les conséquences pour nos sociétés, pour nos familles, Mhm. pour nos milieux religieux et d'une écoute défectueuse? Merci pour les deux questions. Ce sont deux belles questions. Euh, la première question, effectivement, on en a parlé, mais brièvement, tout au long de l'exposé, pour montrer que quand on a des réflexes ou encore des habitudes culturelles qui sont différentes par rapport au milieu actuel où l'on évolue, eh bien, ça peut être un obstacle, effectivement, à la communication interpersonnelle. J'avais pris l'exemple dans mon exposé sur le fait que dans le FOPID, il fallait regarder la personne droit dans les yeux. Qu'est-ce que cela veut dire pour le monde occidental, pour le monde en tout cas nord-américain, je parle du Canada et des États-Unis? Si vous parlez avec quelqu'un, vous ne le regardez pas dans les yeux, à partir de ce moment-là, la personne va se sentir rejetée. Il va comprendre que le message que vous lui envoyez, c'est un désintérêt que vous manifestez par rapport à ce qu'elle vous dit. Tandis que dans votre culture, puisque je parle de notre culture en Haïti, nous avons été élevés avec l'idée, il ne faut pas regarder, surtout les adultes, surtout nos parents, il ne faut pas les regarder droit dans les yeux parce que c'est un signe d'irrespect de notre part envers eux. Vous voyez, c'est deux contextes totalement différents. Et c'est pour ça que dans mon exposé, j'avais dit qu'il va falloir faire ce qu'on appelle un certain désapprentissage. Le désapprentissage, c'est un quoi? Écoutez, c'est pas tout ce qui vient de notre pays qui n'est pas bon. Mais pour ce point-là, c'est pas que c'est pas bon, mais pour ce point-là, je pense qu'il est important justement qu'il y ait un certain correctif qui soit apporté. Correctif dans le sens que quelqu'un vous parle. Pour démontrer de l'attention envers la personne, il est important justement de regarder la personne droit dans les yeux. Or, nous venons d'une culture qui nous a toujours appris qu'en regardant la personne droit dans les yeux, on lui manque de respect. Vous voyez, s'il n'y a pas un désapprentissage qui est fait par rapport à ça, moi qui suis devenu adulte, je vais continuer, même dans mon milieu de travail, quand on me parle, à ne pas regarder la personne dans les yeux.
Donc, il va falloir faire un certain désapprentissage vers cet apprentissage-là pour faire en sorte que cette cette connaissance culturelle-là, parce que comme tu l'as dit, effectivement, c'est un point de vue culturel. Dans notre culture, voilà ce qui se faisait. Dans la culture dans laquelle nous évoluons présentement, voilà ce qui se fait. Donc, il faut qu'il y ait ce correctif-là, et ce correctif doit être fait à partir de quoi? À partir des plateformes comme ça que nous avons pour éduquer nos frères et sœurs, pour éduquer nos compatriotes, justement, pour les aider à s'ajuster, à s'adapter par rapport aux réalités contemporaines dans lesquelles nous nous retrouvons. Donc, je pense qu'il est très, très, très important que sur le plan culturel, que nous puissions justement éduquer, informer, accompagner et soutenir nos populations, nos compatriotes, nos frères et sœurs. Ce que je vous dis là, c'est valable aussi à l'Église, justement. Si nous voulons avoir une communauté ecclésiale qui soit au fait des réalités, tout en gardant les valeurs morales et chrétiennes que nous avons, eh bien, nous devons de les éduquer. Et l'aspect culturel dont tu as mentionné, je pense que c'est quelque chose de très important sur lequel nous devons faire beaucoup d'efforts, justement, pour pouvoir mieux nous ajuster et nous adapter. Ça concerne justement l'aspect culturel. Maintenant, la deuxième question, c'était quelles sont les conséquences d'une écoute active, défectueuse ou inadéquate, c'est ça? Et on l'a dit dans la présentation. Quand vous pratiquez une écoute active qui est inadéquate, vous pouvez le faire sciemment ou par ignorance. Eh bien, à ce moment-là, l'établissement d'une communication interpersonnelle assez solide, gagnant-gagnante pour les interlocuteurs entre eux, eh bien, on ne va pas l'avoir puisque, je vais prendre un exemple simple. Imagine que je suis en train de discuter avec toi et on est amis. Tu es capable de te confier à moi, tu n'as pas de problème puisque tu me fais confiance. Pendant que tu me partages quelque chose de très intime et que tu vois que je ne suis pas là dans la conversation avec toi, premièrement, tu vas te sentir vraiment offusqué parce que tu parles à un ami en qui tu as confiance. Tu es en train de lui confier des choses vraiment intimes sur quelque chose que tu vis qui te fait mal. Au lieu d'avoir l'attention de cet ami-là, au lieu d'avoir l'empathie de cet ami-là, au lieu d'avoir le support de cet ami-là dans ce que tu es en train de lui expliquer, tu le vois ailleurs, tu le sens ailleurs. C'est-à-dire que dans sa posture non verbale, il n'est pas là. Rappelez-vous, dans la présentation que j'avais faite, j'ai dit que c'est seulement 7% de notre conversation qui est verbale. Les 93% sont non-verbaux. C'est-à-dire que si je te parle et que tu vois que les 93% ne sont pas là, tu vas dire, mon ami Vilman, là, il ne m'écoute pas. Donc, est-ce que j'avais bien fait de me confier? Tu vas te poser tout un ensemble de questions. Donc, ça, c'est une forme d'écoute inadéquate. Tu peux avoir d'autres exemples, bien entendu, mais j'avais pris ces exemples-là. Du moins, si nous avons des participants qui souhaitent apporter des Oui, éléments de réponse, ça pourrait être mieux. excellent, excellent. Merci beaucoup, Pierre, mes frères Pierreville. Donc, et on a deux mains. Il y a d'abord Marlène et ensuite il y a la sœur Isaac. Mais comme j'ai Marlène, dit là, nos frères et sœurs, s'ils veulent poser des questions en apporte. créole, moi, j'ai pas de problème avec ça. Excellent. Oui, merci beaucoup, Frère Villman, pour cette belle présentation. Beaucoup de belles notions et des rappels importants. Euh, donc, si je peux renchérir par rapport à ce que vous répondiez à Placide, Mhm. au niveau de quand les gens sont pas vraiment présents lors d'une conversation, je pense que c'est la chose idéale à faire, c'est d'être honnête avec soi et de dire à l'autre personne, écoutez, ce que tu me dis là, c'est tellement important. J'aimerais ça te donner toute l'attention qu'il faut. Mhm. Est-ce que si on en parle plus tard, parce que maintenant, je ne suis pas dans l'espace mental pour t'écouter. Donc, il faut être capable de faire ça aussi, de Mhm. démontrer à la personne, écoute, c'est pas pas vle t'en donner, mais kounya m'gon bagay dans tête point là kap chipote, m'pa ka bon attention qu'on vle hein, qu'on mérite hein. Et si nous parler de ça un peu plus tard, ou même bah on l'heure pour montrer mon nom qu'on sérieux, ou pas juste dire, on nous parler ça on l'autre l'heure, mais on bat longtemps, on dit ben à soir à 8 heures ou bien tu sais demain
pour juste bah, mon rendez-vous pour vraiment présent pour tandem. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, tantôt, vous dites si nous avons des rajouts à faire dans ce audio. Donc, je vais rajouter, par contre, si tu dis que je ne vais pas porter attention. C'est tout. Au niveau de la communication, faut que langage, ou peut-être pour utiliser le terme que tu as dit, le code doit être adapté à l'audience. Par ça, je veux dire que Sanabdia doit adapter à groupe monde qui est devant nous, Exactement. en fonction de l'âge, du niveau d'éducation et tout ça. Donc, soit pas l'anti monde 4 ans, on va pas utiliser des gros mots, si monde n'a pas même comprendre. Ou bien si c'est des gens pas trop lettrés, tu peux pas te mettre à dire des choses, il n'y a pas même compte de qui soit parlé. Donc, c'est juste ce petit aspect-là que je voulais ajouter. Il faut que le code utilisé soit adapté à l'audience devant nous. Merci. Effectivement, merci pour ce rajout et je suis bien content que vous faites deux interventions sérieuses. Dans le cadre d'une communication interpersonnelle franche et sincère, les interlocuteurs se doivent d'être aussi franches, d'être aussi sincères. Et bien content lorsqu'on dit que ou gon zami ou qui croit en vous, qui a confiance en vous, les ou bien vinn koto pour le partager un bagage avec vous. Ça qu'arrive que émotionnellement pas là. Ça qu'arrive qu'on pris dans d'autres activités. Ça pas veut dire pourtant qu'on néglige zami. Il faut que zami tout, li gon minimum d'effort pour le faire pour le comprendre nous malgré lui-même li nan problème li vinn koto. Ça, c'est des aspects assez importants. Et c'est pour ça que, dans le cadre des relations interpersonnelles, que ce soit en amis, que ce soit en frères et sœurs à l'église, que ce soit dans le domaine professionnel, il faut chercher à connaître non seulement le groupe, mais aussi à connaître la réalité de chaque personne faisant partie justement de ce groupe, parce que même si on est frères et sœurs, même si on appartient à la même dénomination, même si on vient à l'église tout le temps, on partage des moments de fraternité et de solidarité ensemble, on est différents sur plusieurs points. Et je pense que chacun de nous avons un effort pour nous faire, si nous avons pour nous capable de connaître le maximum de ça, nous connaître de lui. Tempérament, le caractère et attitude li. Et amis, ça, une fois que j'ai information ça, à chaque fois que nous situation bonne ou mauvaise, m'a connaît comment pour m'approcher, comment pour m'adapter justement à la réalité, et lui-même tout l'a fait de même pour moi, pour que l'amitié soit capable de nouer dans le respect, dans la compréhension, dans la franchise, et ça permet que nous allions de l'avant. Merci. Excellent, merci beaucoup. Et aussi, je rajouterai un petit quelque chose juste avant de passer la parole à Madame Isaac. Je pense que c'est aussi valable pour l'autre question que j'avais par rapport à l'intelligence culturelle. Donc, ce devoir de sincérité, de transparence, étant donné qu'on parle de communication, peut être aussi valable en ce sens que si toutefois je ne suis pas encore arrivé au point où je peux maintenir le regard de quelqu'un qui me parle, j'ai l'obligation de lui dire, si je ne vous regarde pas, sachez que ce n'est pas parce que je ne porte pas attention à ce que vous dites, c'est que culturellement, je dois apprendre à me dé... à apprendre à regarder, à soutenir le regard de quelqu'un parce que je viens d'une culture où regarder quelqu'un dans les yeux, ce n'est pas approprié, c'est vu comme étant inapproprié. C'est pour cela que j'ai du mal à maintenir le contact visuel. Et je pense que ça va mettre l'autre personne à l'aise aussi. Alors, Madame Isaac, Effectivement. merci. Madame Isaac, à vous. Bonsoir tout le monde et merci pour cette belle présentation. Gloire à Dieu. Ça a été tellement vite, j'ai voulu prendre des notes, mais je sais que Je vais vous partager le PowerPoint, ne vous en faites pas. Oui, il y a les livres. Peut-être après, je vais demander les titres des livres parce que ça m'intéresse beaucoup, les livres que vous avez mentionnés, les bouquins que vous avez mentionnés. Bon, ma question est celle-ci parce que c'est par rapport à la question de Placide, la question de Placide. M'a posé en créole parce que m'aimé que tout le monde a pouvoir un but parce que il y a qui sur plateforme là qui parle anglais et créole qui pas parler français. C'est bon, c'est bon. Il est de bon ton que nous aller sur les deux langues. Maintenant,
parlons de l'intelligence culturelle. Et nous parlons exemple de quand en Haïti, il est interdit aux enfants, excusez-moi, ma français encore, il est interdit que nous garder grand monde dans les yeux, nous pas supposé garder grand monde dans les yeux, on en a parlé, et ici aux États-Unis, au Canada, c'est même Différent. récent, hein, Mhm. et l'on a parlé au monde pour ne pas garder dans les yeux. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de vouloir corriger notre culture? Ma vie, oui. Mhm. Parce que nous vivons, demain, je vais faire une présentation de matin et j'ai pris beaucoup de notes et ça va m'aider pour ma présentation de demain. Merci beaucoup parce que j'ai beaucoup appris. Et parce qu'il y va de la communication aussi parce qu'on va on va parler des gens difficiles avec lesquels nous vivons. Mhm. Mhm. Et c'est au niveau de la conversation et de la communication hein, que ça va Mhm. marcher, et avec les gens difficiles, bien sûr. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'acculturation? Et m'a expliqué parce que et pour moun qui pas parler qui parle anglais, pas connaît si on dit acculturation, on dit en anglais. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'acculturation quand on veut, quand on vit dans une culture, pas vrai, et que nous autres, nous venons avec notre propre culture et on veut tout changer. Et Mhm. c'est pas mieux de s'adapter au lieu de corriger. Parce qu'on a parlé de correction. Et Mhm. quand ça m'a sauté à l'oreille, quand on parle de correction, moi, je vais parler de l'adaptation dans la culture. Parce que quand on veut tout corriger, on n'est plus soi-même. On a abandonné sa culture. Et non pas haïtien encore en d'autres termes. Parce que Mhm. l'haïtien a sa propre culture et l'haïtien a sa façon d'être. Il est Mhm. vrai que nous venons aux États-Unis, nous venons et au Canada, nous devons nous adapter. Et c'est le mot corriger qui m'a un petit peu Oui, oui. chiffonné un petit peu parce que l'acculturation est aussi là chez nous. Il y a Mhm. beaucoup parmi nos Haïtiens qui veulent vraiment effacer, nettoyer, ne plus pouvoir entendre parler de la culture haïtienne alors que nous sommes des Haïtiens. Et c'est ce Mhm. qui nous fait Haïtiens à partir de notre culture. Voilà. Merci en pile pour question là. Je comprends très bien. Et je suis bien Voilà. content que vous posez li. La permettre que qu'il y ait des bagages que nous pas entendu justement dans la présentation Voilà. pour tout profiter faire. Effectivement, tant qu'aujourd'hui, mot correction, il paraît un petit peu plus fort, vraiment, parce que le mot adaptation, il sonne mieux, et puis, il y a une certaine c'est comme si son mot plus ou moins adouci justement par rapport à la notion de correction, parce que quand on voit correction, on voit le côté coercitif, côté quoi, contraindre ou forcer. Effectivement, je suis d'accord avec ce point ça, et bien content qu'on fait intervention dans ce sens-là. Maintenant, si nous retourner sur question la caille en Haïti, yo apprendre nous justement pour ne pas garder moun dans les yeux, c'est un signe de manque de respect, tandis qu'en Amérique du Nord et même en Europe occidentale, c'est le contraire total que lié, c'est leur pas garder moun dans les yeux que les vins ont irrespect, les vins ont manque de respect, etc. Maintenant, comme ou bien dit, là où vient vivre dans une communauté qui pas communauté pas ou, une communauté qui pas développer même réflexe culturel avec ou qu'on devoir d'adaptation. Et je suis bien content lorsqu'on parlait de adaptation, effectivement, ou qu'on devoir d'adaptation qui pour permettre que c'est pas qu'on vienne acculturer, parce que acculturation veut dire que ou perdu toute identité culturelle côté la cailloua, qu'on a vient embrasser identité culturelle peuple qu'on a dans et qu'on a vu un monde qui sans culture, comme si on vit un monde sans identité. Maintenant, par rapport avec point ça, je prends l'autre exemple très rapidement. En Haïti, nous-mêmes, nous t'es grandi, ça, c'est pas mon la nous qui te dit nous li, mais c'est société qui te grandi comme ça. Côté que très souvent, là, nous toujours croiser bras nous. Par exemple, on en rencontre avec moun ou bien n'importe qui côtoyer ou croiser bras. C'est pas parents nous qui te demandent de nous faire ça.
En tout cas, moi-même, pour moi, je ne pas quoi, moun la ka mette forcé, ou bien demander, moi, me faire ça. Et comme si moi, société a parti comme ça, comme moi, levé dans la société, moi, tout comme ça, tout. En pile, nous, mais faire ça, ils sont réflexes culturels que nous utilisons de tous côtés. Je vais un exemple qui simple. Dans le travail, moi, ça y a quelques mois, j'ai besoin on l'autre poste pour me grandir plus dans l'institution côté mia. Et puis, m'a préparé l'entrevue. Pendant que m'a préparé l'entrevue, m'a consulté quelques documents qui dit comment on est capable de préparer pour une entrevue et autres. Une premier bagage que on dit en entrevue, là on fasse deux ou bien trois moun ou bien groupe de moun qui interview yo, eh bien, sous croisé bois, message qu'on voit ba yo, c'est qui ça lié. Ça veut dire que aucun bagage ou serré ou peu. Et même au niveau judiciaire, ça m'a là parce que là on arrête ton moun et puis il y a tant de moun nan, kon gen caméra ou mettez l'autre côté pour regarder non verbal moun non parce que c'est pas seulement ça moun nan pral dit qui pral ouais soit le coupable ou bien innocent, il a regardé nos verbales et pour analyser nos verbales maintenant, il y a toujours une vidéo, il mettre quelque part et très souvent, surtout dans la communauté noire là, plus que ça peut-être que nous dit si menti, nous toujours maintenant en face interviewé, en face inspecteur bien mon cap interviewé là, il toujours très souvent, on pas dit toujours, les croisés bras. Et notre premier commentaire moun yo fait, c'est que ouais, posture ça là, le fait que le croisé bras ça veut dire que le gon bagal a serré. Tandis que même yo, même dans tout, tu as supposé un effort culturel pour ta faire, pour ta dire non. Communauté ça, dans culture, c'est ça lié. Ça ne veut pas dire pour autant que l'obligeable, son bagage à cacher, c'est une habitude. Maintenant, pour entrevue, le premier bagage que moi, c'est ça. Nous mettons quoi ça, me dire nous. Nous faisons un paquet d'efforts sur moi pour que les mal l'entrevue, au lieu que moi, je me croise, je me constate toute question à poser, alors, dans le livre là, il y a une bagaille qui suggéré, ou on doit mettre deux mots sous table comme ça, pas de façon offensante, bien entendu, ou on doit mettre deux mots sous table là, mais ou une posture qui montre mon que non seulement à l'aise ou ouvert, mon cap parler avec mon d'égal à égal, même lorsqu'on est entrevue. Pour moi-même qui suis à Haïti avec tout petit réflexe, moi, c'est comme ça me toujours tout le temps. Nous font pas qu'un effort, justement pour que je sois capable de garder posture ça, et nous, comme ça passé, après entrevue là. C'est vrai qu'en termes de samedi, je suis convaincant, etc. Je ne vais pas dire pour me parler de moi, mais je n'ai pas de que vous avez remarqué au fait après, je dis que nous avons bien aimé posture corporelle. C'est ça, vous dit. Et vous imaginez, si je ne pas faire une recherche ça, pour me commencer à ranger, comme préparer, adapter, je ne vais pas dire corriger, pour me adapter. Imaginez bien, me bien répondre toutes les questions et puis me faire ça. Étant donné que son poste cadre dans le chercher, je vais l'appeler pour mal en rencontre avec tout le monde. Il a dit, ah, il a parlé bien, il a convaincu. Mais posture corporelle, il ne pas permettre que nous chercher ça, nous besoin, mais bon gestionnaire que nous besoin. Donc, moi, juste pour exemple, ça avec nous, pour montrer que, lors d'une non communauté, adapto, c'est pas dans toute bagaille qu'on adapte. C'est pas dans toute bagaille qu'on adapte. Faut que nous disions ça. Par exemple, un petit garçon 16 ans, et puis, il y a un groupe d'amis dans l'école, et puis, groupe d'amis, yo tap organisé un bagaille, m'pa konn comment on ça là aux États-Unis, on sleepover. Côté que, si mon c'est-à-dire que pour prendre si mon nan dormir la caille, les amis, etc. Mais ça va dans culture, non, non, pas d'accord. Même pas dit, si mon nan pas d'accord de manière autoritaire, nous expliquer, nous font genre, jusqu'à ce que le bail vague. On négociait. Mais, exactement. Maintenant, est-ce que, vous pouvez dire, malgré que je viens vivre en Amérique du Nord, est-ce que vous pouvez dire comme obligé embrasser culture, ça, je ne pas embrasser? D'accord, amène de ça. Vous comprenez? Moi, je dis pas mieux, si on voulait venir dormir là. Ou même... Là, voilà. J'aimerais dire quelque chose avant de passer le Maya. Ou mieux, bras croisés, tout en psychologie signifie on a fini de parler. Bon, voilà. Si tu es en une entrevue ou dans counseling et qu'on croise les bras, eh ben, c'est fini, la conversation est terminée. Ouais, ça, parce que nous-mêmes qui sommes à l'école Cafré, chaque jour, on a prié, on pas qu'être bail faire, faut boire croiser. Son bail qui culturel qui rentre dans nous-mêmes sans nous pas rendre nous compte. Et puis, voilà. OK, il nous reste peut-être 5 ou 6 minutes. Donc, au mieux, je vais te laisser parler, poser des questions. Et puis, si on a une dernière question, on veut mettre dans le chat là, on doit prendre parce que nous voulons respecter l'heure de fin qui c'est. Oui, je ne vais pas prêter tout. En fait, ma va nous dit, Vilan, merci un peu pour la présentation et non, remercie tout le monde qui pose une belle question pour une belle réponse. Ça que nous avons dit, c'est que le problème baisser tête là, pour Haïtiens, c'est
en fait, un petit problème oui, au départ. C'est parce que son héritage colonial, Héritage c'est esclavagiste. que colon pas de vle esclave garder. Vous comprenez? Il pas l'avoir, c'est exécuté. Vous comprenez? C'est un mauvais héritage. En fait, qui peut-être t'ont bien fait sous une certaine génération d'Haïtiens, parce que normalement, génération nous le fait, il y a un respect des gens. Mhm. OK? En fait, c'est sûr que côté colonial, côté que c'est humilié l'autre, il va être correct, mais cependant, non cadre bien, bien, disons, bien encadré, on me dit un cadre bien encadré, bien contrôlé, euh, ça t'es capable de faire autrement. Et de même, pour la question de correction, et nous t'as parlé, hein, c'est pas correction, c'est bien sûr adapté. Nous essayer d'oser jouer avec, et ça nous rencontre ici là, et ça nous dégaine en tout. Parce que ça nous dégaine en soi le date mauvais. C'est ça. OK? C'est en gros ça que tu as dit quand tu Merci, Romuald, pour présence autour, hein. Il y a la sœur Yeah. Pierrette qui a sa main levée. Je pense que ça va être la dernière question. Alors, oui, oui, merci Placide, merci Vilman pour belle présentation. Ça me connaît que vous recevez un peu de remerciements déjà. Ça va de trop, c'est ma dit merci. Merci. Donc, nous prenons pile note, même chose avec pile monde qui sont Sujet, qui là. belle petite demoiselle qui a parlé, hein? Ok. Donc, question, moi, comme des besoins, on commentaire que m'a fait, c'est Mhm. parce que c'est sous même eye contact là, oui. Je pense que c'est comme si, là, nous fin adapter nous tellement avec culture ça, et puis dans la vacances là, nous avons tendance à imposer, et ça nous fin connaît, bah, les gens Mhm. qui nous rencontrent ça, tandis que c'est naturel pour eux, c'est normal, c'est ça, et ça culture, et c'est là nous sorti, là donne nous sorti. Donc, un pile Mhm. effort, je pense qu'il y a un pile effort qui peut faire tout. Et puis ensuite, ça me dit besoin, un autre commentaire que je devais faire, c'est par rapport avec une déclaration, mais, yon bagay kote di, pendant que wap pa, pale, wap fe prezentasyon, Mhm. ou te fe referans a autism, Mhm. et puis ou te di o maladi. Moi, ki fe, map di sa la, parce que nou te gon prezentasyon sou platform sa, kote ekspert nan, nan domen nan, li te di ke autism pa yon maladi, c'est une condition, donc il pas comme si monde qui fait qui est autiste là, il pas comme si il pas remettre comme si il considérer c'est son maladie que lié parce que son spectrum que lié. Donc Mhm. donc pour nous capable connaître parce que n'a parlé de communication donc n'a tout fait ça information ça a passé. Moi t'es une Mhm. question d'abord poser vraiment oui parce que me pas écrit il échappé moi et puis me connaît nous pas gagner pile temps devant nous. Donc m'a camper là, t'es une question non pour la OK. prochaine fois. Nous recording, non? Les poster sur page YouTube, nous capables toujours aller faire des commentaires ou bien poser des questions là-dedans. Et nous inviter pour capable inscrire ensemble avec page non pour si il y a des questions posées ou même tout capable bien accès avec lui pour répondre à questions. Mhm. Merci bien. Merci pour l'intervention. Non, rapidement dire quelque chose sur point autisme au Paléa. Euh, alors, je ne sais pas qui ça me dit exactement par rapport à ça, parce que moi-même, j'ai une formation aussi en tant que travailleur social sur le trouble du spectre de l'autisme. Effectivement, c'est pas une maladie que liée, c'est une condition neurologique qui affecte les gens qui ont une condition ça dans relation sociale, dans différentes interactions que l'on a avec mon yo. Et ça encore, je pense que c'est un sujet que sur plateforme moi, on se pose effectivement présenter parce que pour nous-mêmes qui fait partie de communauté afro-descendante là, de façon générale, nous considérons ces de bagailles que n'ont pas considérées comme maladie, mais c'est des conditions neurologiques qui sont assez atypiques justement. Et par exemple, un parent qui a un petit monde qui a vécu avec un trouble du spectre de l'autisme,
dans l'esprit le fait que petite les malades, donc qui dit maladie dit guérison. Or, mon n'a vu à condition ça jusqu'à ce qu'elle pas existe encore. Donc, moi, c'est que son sujet que sous plateforme nous supposé présenter pour nous éduquer compatriotes, nos populations, nous, pour que développement n'a pas l'air de manière globale, la passer par l'éducation de façon générale. Excellent, merci. Et l'éducation, c'est la répétition. Donc, plus on C'est ça. répète, mieux ça va rentrer. Donc, il y a deux commentaires que je veux lire dans le clavardage. Il y a Marlène qui a écrit: l'adaptation est importante dans le processus d'intégration à la culture d'accueil. Et la sœur Raymonde a écrit: je présente mes félicitations au présentateur. C'est un très bon sujet qui est aussi bien présenté et bien débattu. Merci. Donc, sur ce, il est 20 heures, pile poil. Donc, on veut encore une fois remercier le frère Pierreville. Ou t'as permettre que je me fasse une petite conclusion rapidement? Oui, 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 je vais vous passer le maillet exactement Merci. pour Mhm. pouvoir conclure sur la rencontre de ce soir, juste avant de faire une petite prière pour envoyer les gens. Mhm. OK. Allez-y. Donc, en termes de conclusion, parce que la conclusion, ça va être ce que je souhaite que vous puissiez retenir justement dans le cadre de cette présentation. Excusez-moi, excusez-moi. La conclusion, c'est qu'il y aura une phase 2, n'est-ce pas? Je sais pas, là, ça va dépendre de vous, là, on va voir. Mais on va voir. Allez-y, allez-y, Voilà. désolé. Donc, la première chose à retenir, c'est l'importance de soigner notre communication avec les autres dans le respect de leur réalité spirituelle, sociale, culturelle et économique. Et ça me dit par là. Par exemple, un monde qui a une, une situation économique qui est plus solide que l'autre monde, li ka, pensant que économiquement plus solide que l'autre monde, non, li ka sorti pour imposer la communication avec l'autre monde, non. Juste pour exemple ça comme ça. De même tout que nous ka prendre exemple ça sous un monde qui pensait que intellectuellement, les plus savés, les plus connaît avec que l'autre monde n'a pas la veille, li gen doit d'abord gagner un bien dans tête li dit bon, moi pas là un monde que intellectuellement puis mon passé, li pas gagner le cas apprendre moi. Vous comprenez? Donc, c'est peut-être ça que fait me dire nous, l'une des premières choses à retenir de cette présentation, il est absolument important que nous arrivions soigner, communiquer. J'en ai communiqué avec l'autre monde yo, pendant que nous avons respecté réalité particulière. Yo. Qui réalité? Réalité spirituelle, yo. Réalité sociale, moun nan. Réalité culturelle, li, réalité économique. Li. C'est pas parce que ou plus fort culturellement, c'est pas parce qu'on plus fort économiquement que on monde va pas la veille, que on groupe va pas la veille pour mettre dans tête ou que sordi c'est lui même qui parole d'évangile, c'est lui supposé d'accord. Ça c'est très 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 important, chers amis. Un. Deuxième chose à retenir, c'est l'importance du non-verbal dans notre communication, sachant que 93% de la communication que nous avons avec les autres est non-verbale. C'est seulement 7% mots, paroles, tout que j'en parlé là, c'est 7% seulement qui convainc nous. Après ça, 93% pour convaincre nous, c'est notre posture corporelle, c'est notre attitude envers nous-mêmes. C'est très, très, très important. Deuxième chose, la nécessité d'être toujours à l'écoute en matière de communication interpersonnelle. À l'écoute veut dire quoi? À l'écoute veut dire que si je vais communiquer avec Frère Placide, je ne vais pas avoir des préjugés, des idées toutes faites avant de pouvoir discuter avec lui. Parce que si mal discuter avec elle, avec idées toutes faites, moi déjà fermé, quel que soit ça le proposer, moi pas d'accord. Faut mal discuter avec elle avec une forme de, une sorte de page blanche qui pourrait permettre que mon ouverture, côté que des bagages il pral dit moi pas tout comme ça et c'est lui même qui bon, moi suppose qu'il humilité pour me d'accord. Quatrième chose, la communication nous permet de connaître l'autre, mais aussi de nous connaître. Cinquième chose, la réussite d'une bonne communication est fonction. Il dépend de notre style en tant que communicant. Et dans quatre styles que nous avons, qui style moi te dit nous que qui était plus bon, plus souhaité que nous à la veille? Assertif. Le style assertif. Et qui caractéristique style ça, c'est que son style qui permet que si je parle à Frère Placide, m'a défendre intérêt pour m'a parler avec là mais m'a assuré que intérêt par là tout protégé. Pendant m'a parler avec moi pas poser sous lui mais m'a assuré que lui même tout lui pas imposer sous moi. Donc l'assertivité, c'est un style de communication effectivement qui nous permet de défendre nos intérêts tout en défendant ceux des autres. D'ailleurs, c'est ce que la Bible nous a appris. Aime ton prochain
comme toi-même. Nous, dans sixième là, septième, l'empathie, le non-jugement et l'ouverture d'esprit sont des facteurs clés dans la réussite d'une bonne communication interpersonnelle. Si vous communiquer avec un monde ou pas empathique, c'est-à-dire ou pas une capacité pour mettre en place mon par rapport à ça, la explique là, ou pas jamais sensibiliser, ou pas jamais comprendre. Si dans la communication interpersonnelle, ou déjà à juger moun parce que ça le là, il pas dans réflexe, il pas dans valeur culturelle et morale, ça veut dire qu'on pas jamais une bonne communication interpersonnelle. Si dans la communication avec moun ou pas une ouverture d'esprit, c'est-à-dire être capable d'entendre des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, il n'y aura jamais l'établissement d'une bonne communication interpersonnelle. Et en conclusion, je dirais, mettez toutes ces notions au service de votre développement personnel, votre développement socio-professionnel, votre développement familial, spirituel et surtout, mettez toutes ces notions au service du développement global de notre communauté. Merci. Merci énormément, frère Pierreville. Je vous lirai pour finir les derniers commentaires que j'ai vus dans le clavardage. Il y a le frère Cadet qui a écrit toutes mes félicitations. Villeman, excellente présentation. La sœur Lydie qui a écrit je te félicite, mon frère. J'ai beaucoup appris. Merci. Et puis, excellente présentation. Merci, mon frère. Que Dieu te bénisse. C'est ce qui est écrit. Et puis, il y a la sœur Perrette qui a écrit, je pense que ça, c'est pour ceux qui ne sont pas inscrits encore sur les sœurs d'Habitat. Abonnez-vous avec nous, s'il vous plaît. Elle a envoyé le lien. Encore une fois, merci tout le monde. Merci d'avoir été présent. Soirée action est pas possible si nos pas là. Merci de passer du temps ça avec nous. Merci encore, frère Villeman. On a beaucoup appris et que le Seigneur puisse continuer à vous bénir, à bénir votre carrière professionnelle et à continuer à aider la communauté pour que nous soyons de meilleurs êtres humains et surtout de meilleurs chrétiens parce que dans le ciel, il n'y aura pas de période d'essai. Donc c'est ici qu'il faut que nous nous conformions. Merci encore tout le monde. Alors avant de vous laisser partir, inclinons-nous pour une courte petite prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons dire merci. Merci d'avoir été au milieu de nous ce soir. Merci d'avoir permis à ton Fils de venir partager le fruit de ses connaissances, de ses recherches avec la communauté. Merci pour tout le monde qui était là, assoyant, qui s'est posé question ou ça était seulement en mode écoute, Seigneur permettre que nous sommes capables de meilleurs communicateurs, de meilleurs seigneurs, personnes qui sont capables de faire preuve écoute active et Seigneur, à adopter une approche assertive afin que nos communications soient fructueuses dans les deux sens et pour les émetteurs et pour les récepteurs. Bénis la semaine qui s'ouvre déjà devant nous et nous nous remettons entièrement sous ta divine protection. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Amen.